Donc on est ravis enfin d'avoir quelqu'un qui est capable de le remettre un peu à l'heure, quoi, pour lui expliquer. Non, gentiment. Écoute, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui est très grand joueur de basket et fan de la NBA. Je suis à l'heure sur la NBA depuis très longtemps. C'est vrai. Quand même. On va en parler dans quelques instants Il se ensemble. fout déjà assez de ma gueule sur ma connaissance de la NBA, Steve. Donc, On aura tout à l'heure d'autres invités, des joueurs notamment du LAFC qui vont nous rejoindre un petit peu plus tard. Denis Bouanga sera là, Maxime Chanot sera là également tout à l'heure. Et puis l'actu du jour, il y a plein d'infos lyonnaises à partager tout à l'heure. On parlera mercato, on débattra des retours en France de Pogba et Giroud. Faut-il s'en réjouir? On en parlera tout à l'heure ensemble. Et puis vous tous qui êtes là, auditeurs de l'After, on vous donnera également la parole pour nous raconter votre vie américaine ici à Los Angeles. Beaucoup de maillots de l'OM aujourd'hui. plus les que gars. dans les autres étapes. Ouais. C'est vrai. Alors, C'est vrai. je dirais pas qui m'a dit ça, mais un supporter du PSG m'a dit mais c'est normal, les Parisiens bossent. Donc, je sais pas. Mais à New York, on n'en a pas vu un seul, il me semble pas. Enfin, New York, si, c'était peut-être majoritairement Paris. Voilà. Miami, un ou deux. Et là, en force, les Marseillais à Los Angeles. On a un match ce soir, c'est un match féminin qui se passe à Grenoble, c'est loin d'ici. Édouard G est sur place. France-Brésil, préparation de C'est sûr l'Euro. que LA Grenoble, il fait pas kiffer trop, Doudou. Là, va falloir qu'il rame un peu pour nous faire rêver quand même. Ouais. Si je te présente, bonjour à tous. C'est quand même un kiff de dire ici Grenoble à vous LA, c'est quand même pas mal quand même. Hein. Pas mal. Peut-être. France-Brésil, ça commence dans 8 petites minutes. C'est le dernier match amical pour les filles de Laurent Bonadei avant l'Euro qui commencera la semaine prochaine à Zurich face à l'Angleterre. Donc après la Belgique 5-0, et bien là Laurent Bonadei espère une nouvelle fois faire une belle revue d'effectifs pour ce dernier match amical ici à Grenoble. À tout à l'heure. Coup d'envoi à 21h10. À tout à l'heure, tu nous diras dès quel début. Tu participeras avec à notre débat lyonnais tout à l'heure parce qu'il y a pas mal d'infos à partager, Édouard, sur l'avenir du club, bien sûr. Nicolas Batum avec nous, joueur donc des Clippers ici à Los Angeles. Alors, tu as fait plusieurs clubs, franchises NBA. On n'a pas forcément, tu sais, nous le foot, on n'a pas forcément les. Et le vocabulaire adéquat. Si tu veux, parfois, je t'aide, t'inquiète, parfois, moi je on peut vais faire se le titre. Je vais t'aider, Gilbert. Laisse parler, Nico. Toi, tu poses les questions, je te traduis les Nico a termes. été à Portland, Quand t'es pas, Philadelphie, entre dans le autres, coup, je suis donc là. Los Angeles. Ah. Et l'année prochaine, tu seras toujours ici aux Clippers? Il y a des très grandes chances, ouais. Pas sûr à 100% alors? 99. Bon, On donc sait jamais, hein, dans le sport, on sait jamais, mais en général, oui, normalement, oui. ça se passe bien, il paraît que t'es très aimé là. Oui, non, ça se passe très très bien. J'ai jamais eu de problème depuis que je suis ici, ça fait 5 ans maintenant que je suis là. Avec les fans, ça se passe bien, le club, ça se passe bien. Donc la famille adore vivre ici, donc c'est cool. Et on parle beaucoup des Dodgers ici, des baseball. C'est quoi on va dire le classement des sports, des clubs ici? On va dire égalité, on va dire Lakers-Dodgers. C'est vraiment les deux grosses équipes de la ville qui sont le plus représentées dans le monde et les plus populaires. Après, voilà, il y a les Rams, il y a les Chargers, il y a le foot US, il y a la MLS, il y a nous, la NBA, il y a les Angels aussi. Il y a beaucoup de sports ici. Il y a énormément de sports. D'équipes pro ici, je crois qu'il y en a quasiment une petite dizaine. Ah ouais. Avec le hockey également. Donc, il y a beaucoup de sports pro ici, ouais. Est-ce que tu connais les footeux français qui sont à LA? Je sais pas, vous vous êtes vus, Ouais, ils ont demandé des conseils sur la vie à Los Angeles. Je parle évidemment de ceux du Los Angeles FC, notamment là, toute la bande Giroud, Lloris, Bouanga. Tout ça. On a le même ostéo, on se croise souvent déjà à l'ostéo. Ouais. On a le même. Avec Olivier, on s'est beaucoup croisés, ils sont venus au match plusieurs fois. Je sais qu'on habite dans le même coin avec Hugo, donc on se croise souvent en voiture. Donc non, on a cette relation. Ils habitent pas downtown. Ouais. Tu sais, on dit souvent que les joueurs de foot sont des vraies stars, qu'ils sont adulés, surtout en France et tout, mais les footeux, les seuls autres sportifs qu'ils voient presque au-dessus d'eux, c'est les stars NBA. Ouais. C'est quelque chose qui est assez remarquable. Je ne sais pas si on en a totalement conscience, mais est-ce que toi, tu le sens, tu le sais, tu vois chez eux une forme de respect pour la NBA, ça représente quelque chose de fou pour eux? Je pense qu'il y a une double fascination en fait des deux côtés, parce que même les basketteurs, nous, on a cette fascination pour le foot également, pour les footballeurs. Moi, oui. Ouais. Il y a eu, par exemple, il y a eu le PSG qui est venu ici, il y avait une soirée PSG, et j'ai un de mes coéquipiers qui est venu. Ouais. C'est vrai qu'il demandait est-ce que les joueurs sont là, Donc c'est un joueur NBA quand même, qui a fait 10 ans qu'il est en NBA, donc je pense qu'il y a aussi cette Et ça, un Américain? Un Américain. Non. Si. Il est très très il est d'origine haïtienne, je crois. Il est très dans le foot. Son équipe c'est Chelsea. Ouais. Mais il est vraiment dedans également. Et je pense qu'il y a ce double respect entre basket en général, mais surtout les joueurs NBA et les joueurs de foot. Ouais. Kevin Durant a investi au PSG d'ailleurs. Là, il y a quelques jours, on a appris ça. Bon, alors c'est
tout petit pourcentage. Ouais, mais pourcentage, mais vu la valo du PSG, PSG, c'est pas mal. Hein. Ouais. Oui, Moins de ça 2%. chiffre un peu. Ouais. C'est quand même Mais tu peux l'expliquer, enfin, on arrive à comprendre pourquoi un joueur NBA, bon, c'est une immense star évidemment, pourquoi il a envie comme ça d'investir et de prendre même une petite part dans un club comme le PSG. c'est populaire quand même, hein, le foot. Hein, ça reste quand même le sport le plus populaire. Je pense que la NBA est la ligue sportive la plus populaire au monde, mais le sport en lui-même le plus populaire, c'est quand même le foot. Et donc, même si c'est peut-être moins gros ici, mais je pense aussi que l'arrivée de Messi a fait grimper la chose, et la Coupe du Monde la semaine prochaine, je pense que ça fait grimper les choses. Tu vois, les contrats aussi qui sont en train de se signer dernièrement, je pense que ça fait beaucoup parler. Quand les contrats de Cristiano, quand l'Arabie Saoudite est rentrée en jeu. Ah, tu veux dire que la taille des contrats impressionne même ici aux États-Unis? ESPN, ça parlait que de ça. Il y a 2 ans, les étés, tout le monde commençait à parler de waouh, quoi. Oui, parce que dès que ça touche la dimension un peu business, contrat, bon, tu connais la mentalité française, mais c'est pas quelque chose qu'on met immédiatement en avant. Non. Or, ici aux États-Unis, normal. Tout de suite, il y a un truc par rapport à ça. On se dit, s'il y a cette taille de business, ça veut dire que c'est important. Bien sûr. Et ça, ici, il n'y a pas de tabou au niveau de l'argent. Dès qu'on signe un contrat, dans la seconde après, c'est partout. Et c'est différent. La vision est totalement différente. C'est pour ça que je viens de te dire, les contrats de Messi, Cristiano, machin. Là, du coup, ça a commencé à bouger, ça commence à s'intéresser surtout par rapport à ça. Tu as parlé de la double fascination. Est-ce que tu remarques aussi, enfin tu le sais, on en a parlé beaucoup avec Mbappé, on en a parlé dans l'after, la NBAisation du foot, c'est-à-dire que des jeunes notamment qui ont envie que ça se passe aussi comme un NBA, y compris en termes de stats. Nous, on le reproche parfois dans notre analyse qui est plus collective, qu'on souhaite un peu plus collective. Est-ce que ça, toi, c'est un truc qui t'a apparu important là, ces dernières années? On peut le voir, c'est vrai que la NBA, c'est très chiffré, c'est des statistiques. Mais c'est vrai que pour dire, on peut analyser un match de basket avec une feuille de stats. Oui. Pas un match de foot avec malheureusement, une feuille de mais stats. oui. Malheureusement, mais oui. Pourquoi tu dis malheureusement? Ça ne veut pas tout dire non plus. Ça veut pas tout dire non plus, mais quand on parle surtout des gros joueurs, les gros joueurs, voilà, c'est que du chiffre, c'est que du chiffre ici. Donc, je peux comprendre que surtout que maintenant en France ou en Europe, voilà, c'est vrai que les jeunes sont très fans de NBA, que ce soit des footballeurs ou des basketteurs. Et donc, ça tourne autour des chiffres. Le matin, en France, on se lève, c'est tout de suite NBA.com, on regarde les chiffres du soir, on regarde avant de regarder les highlights. Donc, peut-être que ça imprègne aussi d'autres sports. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai qu'Mbappé, on a l'impression qu'il construit sa carrière comme un joueur NBA. Le personal branding, les investissements qu'il peut faire déjà alors qu'il est joueur. Mais Messi, on parle souvent de Mbappé là-dessus, mais Messi, quelque part, à partir du moment où il vient en MLS, que son contrat est indexé sur le business global de la MLS. Indexé sur les prises d'abonnement. Sur les prises d'abonnement, on est déjà dans ce type de réflexion-là, quoi. Ouais, mais après, Mbappé, il a la mentalité américaine NBA. Ouais. Ici, il serait comme un poisson dans l'eau, quoi. Il serait jamais critiqué. C'est normal parce qu'ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça ici. Donc, c'est une mentalité, moi, au début, que j'ai dû apprendre. Parce que t'es pas élevé comme ça, t'es pas. Comment dire, on te construit pas comme ça en France. C'est vrai que moi, je suis arrivé ici. Au début, je trouvais pas ça normal. Mais après, quand tu captes le truc, t'as compris. Mais pour revenir justement à l'analyse d'un match. Quand tu analyses un match NBA, on a parlé de la feuille de stats, mais nous, on dit souvent, ok, mais oublions ça parce que ça veut rien dire aussi. L'équipe a dominé, il s'est passé autre chose, parlons du collectif. Est-ce qu'en basket, il y a aussi ce genre, dans les podcasts, dans les émissions, il y a aussi ce genre d'analyse en disant, ne soyez pas trop focus juste sur les stats d'un joueur et essayons de voir un peu ce que fait l'équipe dans ces systèmes. J'en suis l'exemple parfait. Ah oui. J'en suis l'exemple parfait. Je pense depuis 4-5 ans, je commence à un peu prendre de l'âge, mon jeu est différent. Et c'est clair que mon jeu et mes stats, c'est pas la même chose. Si tu regardes mes stats, tu fais il a fait un match moyen. Par contre, tu regardes mon match, tu dis ok, il a apporté. Donc c'est dit quand même par les vrais spécialistes. C'est souligné par les gens quand même. Moi, surtout par les connaisseurs basket. Peut-être moins par les fans. C'est pour ça que ça fait 18 ans que je suis en NBA, que je joue encore l'année prochaine, parce que les gens qui savent vraiment. Moi, j'ai toujours dit, du moment que les coachs et les gens managers m'aiment bien. Le reste, je m'en fous. Non, mais ok, je comprends. Comment tu vis les médias ici? Il y a des after NBA qui fracassent un peu ou c'est plutôt. Il y en a. Il y a que ça. Les médias, surtout pour le basket, c'est très très rare, mais au basket, à la NBA TV. NBA TV, c'est du H24. Il faut de la mise en valeur, NBA TV. Mais non, ça c'est critique quand même. Ah ouais, les post-game après les matchs, tous les soirs, ils font un résumé de tous les matchs et ça critique. Les TNT, pareil, enfin les ESPN, il y a beaucoup d'émissions. Après, le lendemain dans la journée, il y a peut-être 4-5 émissions quotidiennes, tous les jours. Il y a un autre parallèle qui se fait souvent et je trouve de plus en plus, c'est la nouvelle formule de la Ligue des Champions qu'on a
élargi, agrandi, et qui fait qu'on doit toujours relativiser beaucoup ce qui se passe dans la phase de poule. Et en plus, on l'a vu cette année avec le PSG, qui a fini 15e de la phase de poule pour finir champion d'Europe. Ce parallèle auquel je fais allusion, c'est la saison régulière en NBA par rapport aux playoffs. Et souvent, moi, on me dit bon, t'as déjà vu un match NBA? Je dis oui, j'ai déjà vu un match NBA à Miami. Bon, c'est un match de saison régulière. Ah, mais si t'as pas vu un match de playoff, c'est pas la même chose. Quasiment, on me dit c'est presque pas le même sport. C'est un peu comme nous, on dit à partir des huitièmes de finale et le match aller-retour. Il y a un autre parfum. Il y a encore autre chose. Il existe ce parallèle, et ça, c'est quelque chose que le foot copie sur la NBA. C'est vrai que ça cartonne bien et ça marche bien. La saison régulière plus playoff, ça marcherait très bien parce qu'il y a quand même 2 saisons. Oui, la saison régulière, ça joue, tu joues les matchs quand même. Mais c'est vrai qu'à partir du 20 avril, l'intensité monte, l'arbitrage est différent. Carrément, l'arbitrage. Oui, ça allait jouer. Et l'ambiance aussi. L'ambiance change. Incroyable. Tout change en fait, tout change et c'est un autre basket et c'est aussi pour ça aussi que tu joues les playoffs et les gens regardent plus les playoffs parce que justement l'intensité du jeu n'a rien à voir. Je comprends qu'on puisse comparer, les gens disent oui la NBA c'est chiant, la saison, l'Europe arrive, dès que les playoffs commencent c'est juste une autre planète. Ouais. Il est 21h12, midi 12 ici à Los Angeles, on est avec Nicolas Batum qui est là. Parlons un petit peu de l'analyse de l'after quand même, parce que quand il y a eu le fameux match à Paris, oui, évidemment, tout le monde a réagi à ce qu'a dit l'after, parce que pour résumer, mais c'est pas ce qu'a dit l'after, c'est moi qui me foutais de la gueule de Kevin qui courait comme un gogo, acheter les maillots et les mugs et tout ça. C'est ça le fond de l'histoire. Moi après, grâce à moi, il se trouve que les Pacers sont allés en finale. Ils ont entendu que j'ai dit que c'était une équipe de pipes, ils se sont dit hop là. Ils avaient été en finale conférence l'année d'avant quand même. Ah oui, c'est vrai. Ils étaient dans le top 4. Ça m'avait échappé. Celui-là m'avait échappé. Ils ont juste perdu en demi-finale contre Boston, qui est champion derrière. Non, mais alors. Mais c'est pas une équipe méga médiatique. Il y a beaucoup de fans aux États-Unis. C'est pas une franchise. Non, il n'y a pas les gros D'ailleurs, cette noms. année, les audiences ont été moins bonnes dans cette finale parce que ce sont pas 2 équipes majeures historiques, en tout cas, pour le peu que moi je suis. C'est pas des noms. On a aussi dit que ces matchs qui sont délocalisés, c'est aussi pour le marketing. Bien sûr. Voilà, c'est pas un scandale de. Mais c'est exactement comme le. C'est pour amener la NBA, oui, c'est comme en 97 quand Jordan est venu en 97 à Paris. C'était pas le match ultime. Je pense pas qu'on a vu le grand MJ, mais c'est bien aussi de ramener la NBA dans d'autres pays pour que les gens, au lieu de se lever à 4h du matin, voient en live certains joueurs, quoi. Mais tu sais, nous, le foot, le mondial des clubs, c'est quoi? C'est une énorme opération marketing. C'est principalement ça, parce que c'est pas une compétition. Les joueurs, ils finiront par le dire, ils peuvent pas trop le dire parce qu'il y a de business et que ils vont pas dire ça parce que sinon ils vont se faire reprendre par les dirigeants. Mais on commence à avoir des échos de ce qui se dit inside. Il y a pas mal de joueurs qui en ont un petit peu marre là. Ils ont jamais de repos, ces mecs-là. Voilà, que la saison est un peu longue et que ça commence à se faire sentir. Ils avaient du repos. Il y en a qui commencent un petit peu à en avoir marre. D'ailleurs, toi qui te fous de ma gueule, Nico, il joue 80 matchs par saison, il joue tous les 2 jours. Il n'y a jamais personne qui pleure. Enfin, je suis en vacances depuis le 3 mai. Ah oui, donc c'est pour ça, c'est ça qui compense. Ça fait 2 mois, il m'en reste 3. Ah ouais. Je reprends que fin septembre, nous. C'est bien. La off-season NBA, c'est bien, par contre. Et du coup, comment tu t'entretiens là d'ailleurs? Tu as tous les jours, tous les jours, tu t'entraînes, machin. En plus, j'ai plus l'équipe de France. Je suis retraité. On va peut-être le mettre à la salle fitness du Sofitel là, parce qu'elle est pas mal. On peut peut-être le challenger. Tu pourrais le challenger, mais bon. Pas sur les paniers à 3 points. Non. Ouais. Peut-être sur c'est un pro du gainage. Gainage, je vais pas aller avec Nico Batum, mais peut-être sur l'endurance. Endurance, oui. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Allez, j'ai trouvé la faille. Il a pas peur, il défie tout le monde. D'ailleurs, notre service basket qui est connecté me dit qu'il faut absolument demander à Nico ce qu'il pense de l'absence de Wembanyama au prochain Euro. Normal, ça me choque pas. Alors ça, il faut que tu expliques parce que vu de France, on sait que le basket c'est différent, mais on se dit. J'imagine. Il faut qu'il y ait les meilleurs joueurs pour une compétition avec la France. Je suis d'accord, mais surtout ce qu'il a eu. Bon, j'ai pas parlé avec lui, je suis pas dans ce dossier, mais moi en fait, je me compare juste à ceux qui ont eu ça dernièrement. Chris Bosh a pris sa retraite à cause de ça. Amen Thompson a été arrêté 8 mois. Brendan Ingram a été arrêté 7 mois. Ah oui. Il faut respecter ça. Là, je pense pas qu'on peut demander à un gamin de 21 ans qui a toute la pression du monde sur lui. Ok, il a fait un pick-up game contre des moines Shaolin. Ok, il a fait 10 minutes au Costa Rica. Ce n'est pas non plus une compétition. On ne peut pas demander la même dépense d'énergie à un mec qui n'a pas joué depuis 5 mois, qui fait 2,25 m.
pour une reprise tout de suite à 2 entraînements par jour, pour faire un championnat d'Europe derrière, pour une saison 82 matchs dans une derrière. Non, je pense qu'il faut être intelligent par rapport à sa santé, c'est ce qu'il a fait. C'est décomplexé aussi, ici, le rapport sélection-club. Ouais, moi, c'est plus à ça que je faisais allusion. Au-delà de la blessure, est-ce que même il serait venu même pas blessé? Oui. Oui, vraiment. Ah, oui. Mais à un moment, c'était pas si évident que ça pour les joueurs NBA de se libérer pour venir. Mais c'est qui, ça l'est toujours pas. Qui met la pression, les dirigeants ou c'est vous-même? Comment ça se passe, l'entourage? C'est quoi? Ça dépend des situations. Moi, je l'ai loupé 2 fois. Toi, tu as quasiment toujours été là. Ouais, entre 2008 et 2024, j'ai loupé 2017 et 2022 seulement. Oui, mais toi, tu incarnais avec ta génération vraiment ceux qui ont voulu absolument redorer le blason de l'équipe de France de basket. Pour vous, c'était une mission à chaque fois. Mais est-ce que tes clubs ont mis la pression à un moment ou à un autre pour que tu y ailles pas, par exemple? Une fois, oui. 2 fois. Une fois, j'ai accepté de ne pas y aller. Une fois, j'ai forcé. J'y suis allé quand même. Et j'ai été trade l'année d'après. Alors qu'ils m'ont dégagé un an après. Ils te l'ont fait payer? Ça, c'est la partie de l'histoire. Non, c'était la Coupe du Monde 2014. Ils m'ont fait comprendre qu'il ne fallait pas que j'y aille et je ne voulais pas forcément y aller. Bon, j'y suis allé, on a fait une bonne compétition, on termine une médaille de bronze, première médaille mondiale du basket français, très bien, sauf que derrière, j'ai fait une saison toute pourrie, parce qu'il fallait vraiment que je prenne mon été off, mais je ne l'ai pas fait, et je me fais trade à Charlotte 6 mois après. Ah ouais. On rigole pas avec le business. Bon, après, ça s'est bien passé quand même pour moi, mais bon, tu vois, en tout cas, c'est une discussion que vous avez avec les dirigeants, forcément. Mais en 2017, en 2022, on a pris une décision que c'était peut-être mieux pour moi de souffler un coup et de ne pas y aller. Quand tu as des saisons chargées, nous on a eu le débat avec les JO, qui maintenant dans le foot sont devenus, alors que historiquement ça ne l'était pas, une compétition qui compte, et on a vu des clubs qui ne voulaient pas lâcher les joueurs. On dit mais non, mais si tu enchaînes ça, plus ça, au foot ça serait plus compréhensible, parce que nous, regarde, moi je ne le fais pas, j'ai perdu au premier tour des playoffs, j'ai 5 mois de off-season, entre le 3 mai et le 29 septembre. En gros, je suis passé chez moi tranquille sans rien faire. Bon. Je bosse quand même. Là, ça valorise encore plus le contrat. Mais c'est tous les ans. Ça, c'est tous les ans. Tu vois, c'est tous les ans. Par contre, la saison, elle est hardcore. Mais au foot, des fois, je vois les trucs. Moi, ça fait un mois que je suis en vacances, ils jouent encore. Et ils ont repris. Il me reste 2 mois encore, moi, de saison. Donc, le 17 août, ils seront et encore avec la prépa avant sur le championnat en Ligue 1. C'est ça. Bon, mais un joueur NBA pendant la saison ne va pas se plaindre du rythme. Enfin, en tout cas, ou alors on n'a pas vu ces débats-là. Non, parce que de toute façon, il est écrit, le rythme, on le sait, il n'y a pas de surprise. C'est dur la première année. Quand tu es rookie, c'est s'adapter. 82 matchs, des fois, tu as 5 matchs en 7 jours dans 5 villes différentes. Ouais, ça, c'est fou. C'est une adaptation au rythme à apprendre. Après, tu l'as. Oui, parce que c'est pas seulement les matchs, c'est les déplacements aussi. Effectivement, quand tu as 5 matchs en 7 jours, c'est un grand pays. Tu fais ça, on l'a vu, nous, ne serait-ce qu'avec notre petite tournée d'affaires. Le terrain est plus petit. Le terrain est plus petit, mais il y a des chocs. C'est costaud comme sport. Dans un instant, on va continuer la discussion. Sinon, si vous foutez de ma gueule là, sur je vous prends au premier qui craque Dream Team de 92. Le premier qui craque tous les joueurs. Bien sûr, tu viens de regarder sur ton. Mais pas du tout. Alors là, tu peux regarder toutes les recherches et ce que tu veux. Vas-y, on fait le jeu. Je commence. Michael Jordan. Je commence. Michael Jordan. Vas-y, à toi. Scottie Pippen. Vas-y. Ah non, on le fait vraiment. Vas-y, continue. Karl Malone. Charles Barkley. Non, il va pas jouer, Nico, il fait l'arbitre. C'est toi, Flo. C'est même les coachs. Steve Kerr, non? Oh, pas du tout. Pas du tout. À dégager. Non, comment il s'appelait le blanc là? Chris Mullin, il y en avait. Chris Mullin. Non, mais lui donne pas les billes. Ne donne pas les billes. Il y en avait 3. Larry Bird. Magic Johnson. John Stockton. Stockton, c'était lui. Non, mais non, arrête de te faire souffler. Bon, allez, je sèche, j'avoue. Barclay, tu l'as dit. Karl Malone, tu l'as dit. Faut que t'en dises encore. Ouais, attends, t'inquiète pas, je les ai tous. Ne bouge pas. Patty Wing. Bon, ça va. Non. Il te manque Drexler, Robinson. Clyde Drexler. Mullin, Christian Leitner. Ouais, je les avais. Leitner. Et ce que je voulais, c'est gagner le jeu. Nico. Je suis bien. T'as gagné. Tu fous de ma gueule et tout. Attends, tu fais un jeu typique Daniel Riolo, Gilbert. Ouais. Le jeu est sûr de gagner. Je prépare la règle dans la chambre d'hôtel ce matin. J'ai rien préparé du tout. Et j'annonce, j'ai dit, vas-y, donne-moi la. Il est vexé. J'ai bien d'improviser. Donne-moi l'équipe du Tour FC qui monte en D2 en 84. Quel rapport? J'ai gagné. Regardez, il est vexé, c'est incroyable. Nicolas, toi qui connais bien le système américain, le fonctionnement des grands événements et tout, là, tu penses qu'ils seront à l'heure et que tout sera nickel ou... Oui, ils le seront. De toute façon, on parle d'un pays qui est vraiment opérationnel et très très fort dans le sport déjà. Ils savent organiser des choses. Ils ont la préparation avec la Coupe du Monde de foot déjà. Mais c'est vrai que déjà, toutes les infrastructures sportives sont en place. Ils savent déjà où tout va se faire. Tous les stades sont déjà quasiment tous montés parce qu'ils sont tous en place.
Après, c'est sûr que c'est le transport, quoi. La ville est tellement grande. On a regardé un peu la carte, un peu où seront placés les différents sites. C'est vrai que c'est assez étendu, donc ça, c'était un peu galère. Mais ils vont trouver. Et puis Nicolas connaît bien l'endroit où il y aura le basket. Non, ils vont dans notre salle, à Intuit Dome, là. La plus belle salle de basket au monde. Au monde. Ah oui, pourquoi ça? C'est une idée moderne. Elle est magnifique. Ah oui. Elle est toute neuve, elle a 1 an. Elle a coûté 2,4 milliards, je crois, un truc comme ça, la salle. Le Staples Center, vous l'avez regardisé, c'est ça? C'est mieux que la Défense Arena. C'est crypto.com. C'est mieux que la salle des champions de France. Un peu mieux, ouais. Attends, on doit dire le crypto.com stadium. C'est plus Staples maintenant. Ouais, mais on n'a pas trop de naming, nous. Ils ont changé le nom. Français, on aime bien Non, ils ont changé le nom, mais non, eux sont downtown. Nous, c'est plus à Inglewood, pas loin de l'aéroport, justement. C'est à côté de l'aéroport en plus. Donc c'est assez facile d'accès et c'est à côté du stade de SoFi de foot US également. Tiens, à propos de la NBA, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un projet NBA Europe qui... j'ai l'impression que ça devient un peu un serpent de mer parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Là, on parlait de Kevin Durant. Toi, t'y crois J'attends de voir. Ouais. Vraiment. Je ne sais pas vraiment quoi en penser, quoi en dire. J'attends de voir. C'est pour le coup, quoi, ça enterrerait l'Euroleague? Apparemment, ouais. Forcément. C'est pour ça que j'y crois pas du tout, en fait. Parce que c'est une belle compète, l'Euroleague. C'est génial. C'est Moi, magnifique. j'aime beaucoup et je trouve que c'est pas les assez clubs valorisé. historiques vont adhérer à ça. Je sais pas du tout. On verra. Est-ce que toi, si d'aventure tu finis pas ta carrière ici, tu devrais faire jouer encore en Europe ou Non. Le jour où tu arrêteras le basket, t'arrêtes ici. J'y ai pensé à un moment donné. Mais ça fait 5 ans qu'on vit ici, on est installé ici, on vit ici, les enfants sont à l'école ici, et avec ma femme, on a acheté une maison ici. Donc, je ne vais pas redéménager tout le monde encore. Dirigeant dans un club? Non. Non, ça non. Non, j'ai essayé, non. Et tu veux pas t'occuper du stade Malherbe de Caen, parce que je crois que c'est ton club aussi? Oui. Ils ont quelques difficultés là. Non, il y a un nouveau proprio. Il y a un nouveau proprio qui gère moyen. Non, mais bon, ça arrive. Il y a des hauts et des bas, ils vont, voilà, on descend, on va remonter, ça ira. Mais ça, tu vois, bon, c'est un peu une tendance, les sportifs qui investissent dans les clubs. Alors, il y a investir en prenant des parts comme Kevin Durant et d'autres qui prennent. Là, Mbappé, il a voulu diriger le club. C'est un métier, c'est difficile quand tu es encore en activité de vouloir gérer un club. J'étais un peu dedans, parce que j'ai été avec Tony Parker à l'Asvel de 2017 à 2023. J'ai fait 5-6 ans avec lui. C'est pas évident quand on est en activité, qu'on n'est pas dans le pays. Donc, en plus. Moi, j'ai eu du mal. Au début, je pensais que ça pouvait se faire. J'ai eu beaucoup de mal et il faut vraiment être là à 100% sur place. Il faut vraiment avoir des gens de confiance sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est tellement focalisé sur nos carrières que des fois, on amène des sujets, des problèmes à régler. Et que toi, tu as un gros match ce soir. C'est dur de se mettre à 100% dedans quand même. Bien sûr. Oui, donc c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Ça peut l'être. Ça peut l'être, comme il a dit, si tu délègues et tout. Ce qui s'est passé Mbappé à Caen, c'est que le gars qui l'a foutu président travaille également pour lui et il vit à Madrid. Donc il n'est pas à Caen, quoi. Et, on l'a vu, le résultat est catastrophique pour l'instant. S'il veut relancer la machine, il va falloir qu'il le gère autrement, le club, c'est certain. Je reviens à Adrien Friel, le consul général. Un sujet qu'on n'a pas abordé, mais il y a eu ici des incendies très graves il y a quelques mois de cela. Est-ce que la communauté française a été gravement impactée par tout ce qui s'est passé ou... Oui, Oui, la ville a été gravement impactée. Il y a 2 quartiers qui ont complètement brûlé, un qu'on appelle Pacific Palisades et un autre qui est entre Altadena et Pasadena. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, Pacific Palisades, donc le premier des 2 quartiers dont j'ai parlé, c'est à peu près la taille de Manhattan qui a brûlé. Donc on est quand même sur une superficie qui est immense, superficie construite. Et donc on estime, alors c'est difficile d'avoir des chiffres précis parce que tous les Français ne nous ont pas contactés pour nous dire que leur maison avait brûlé, mais on a recensé à peu près 70 familles françaises qui avaient perdu leur maison dans ces incendies, dans les 2 quartiers. Et donc c'est effectivement, la ville a été très marquée, d'ailleurs la reconstruction est quand même très loin d'être achevée, et la communauté française au sein de cette ville a été très impactée. Ouais. Bon, Nicolas, toi, ça a été cet épisode? On a eu chaud, c'est le cas de le dire. On avait les flammes juste là là de la maison. Donc on avait les valises prêtes, tout était prêt. On n'a pas été touché heureusement, mais on l'a senti aussi parce que nos enfants ils sont à l'école française et c'était à la rentrée des vacances de Noël où on a eu beaucoup de familles qui étaient aussi impactées. Donc par rapport à ça, ça a été un moment très difficile. Ouais. Ce qui m'a beaucoup marqué, moi, juste pour conclure sur ce point-là, c'est que la manière dont la société américaine a réagi à ça dit beaucoup des forces aussi, parce qu'on critique souvent la manière dont cette société vit, mais il y a aussi des choses qui sont assez admirables, et la solidarité entre les communautés
est quelque chose qui a très bien marché. Alors quand on parle de communauté américaine, ça peut représenter beaucoup de choses différentes. Il y a des communautés autour d'un établissement scolaire, d'un lycée, autour d'un club de sport, autour d'une église, autour de ce que vous voulez. Mais il y a eu une solidarité interne à ces communautés qui a été complètement délirante. Et le lycée international de Los Angeles dont parle Nicolas a été un des lycées qui a été très touché et un lycée dans lequel les familles françaises mais autres ont eu un élan de solidarité qui a été absolument admirable. Nicolas, merci d'être venu. Merci à vous. Merci. Super. Merci, Merci beaucoup. Et je pense, Merci de m'avoir je pense que lors du prochain match NBA à Paris, Daniel, tu pourras y aller. Ouais, ils le font pas à Paris l'année prochaine. Ah mince, Tu non. vois Apparemment, c'est annulé, ça partirait, je crois, en Espagne. D'après ce que j'ai compris, mais ça serait pas à Paris. Pourtant, Bon, ça a après. marché. Il y a eu beaucoup de monde. Ouais, bah, moi j'ai fait le premier en 2020. Donc vous avez fait 58, je crois, et ça a cartonné, ouais. Bon, après, il faut Bon, peut-être que les autres soient servis aussi. Non, c'était Londres avant, ils avaient fait Londres, Paris. Bah, je crois qu'ils vont aller je crois que c'est ou l'Allemagne ou l'Espagne, je crois. Bon. Ah oui, c'est Berlin. Voilà, je crois que c'est C'est déjà, Berlin. effectivement, Bon, c'est Jimmy ça. qui suit le Berlin basket, nous, Berlin. Kevin a déjà dû prendre ses places. Voilà. Et Il il aura va ses courir mugs. direct. Il aura ses Et mugs. il parle allemand en plus, Kevin. Ouais, Il exactement. parle allemand. Il a pas un mug, il a pas de mug Berlin, donc ça lui manque si, sa j'ai- collection. On a quand même une dernière question. J'ai un peu ton évaluation sur la carrière de Stephen Brun dans les médias, parce que nous, on le côtoie un peu. Ah, dans le basket, Et- tu voulais dire non, dans les médias. Dans les Dans les médias. médias. Parce que, est-ce que tu lui vois Tu lui un vois avenir grand avenir. Bah, j'avais fait son émission, j'ai fait la première émission en mois d'août dernier, septembre-août dernier, et son jingle est pourri. Je lui ai dit. Non mais ça, il a un avenir. Il a un avenir, il est bon quand même. C'est ça. C'est vrai qu'il est bon.